Bonjour à tous. Merci Monsieur Divina. J'ai pas du tout la pression après cette très belle intervention. Je tiens aussi à remercier tous les organisateurs de ce colloque, qui est très bien organisé. Je vous promets, Monsieur le Président, de respecter le temps qui m'est imposé. Et pour ce faire, excusez-moi, je vais un petit peu parfois raccourcir mes propos. L'expert en santé publique à l'épreuve de l'intercommunalité. C'est ce dont il est question aujourd'hui. Afin de bien cerner ce sujet, parce que là, vous ne comprenez pas trop de quoi je vais vous parler, il est nécessaire que je revienne, à mon avis, sur la définition de ces expressions-là, de ce que j'entends par expert, de ce que j'entends par santé publique et l'intercommunalité. Je passerai rapidement sur ce point parce que c'est l'objet notamment de ce colloque. L'expert. L'expert, on va déjà faire une définition par la négative, c'est-à-dire que nous allons supprimer d'emblée l'expert patient. L'expert patient qui est là, par exemple, pour éclairer sur une maladie, pour répondre à un certain traitement ou à un certain mode de réponse et d'adaptation du système de santé. C'est par exemple le cas de l'expert patient en cancérologie. On l'exclut d'emblée dans cette contribution orale. Je vais aussi exclure d'emblée l'expert qui est désigné pour, vous savez, éclairer une décision de justice, par exemple, quand on fait appel à un expert dans un tribunal. Ce n'est pas non plus cet expert-là dont il est question. Ce n'est pas non plus le juge expert. Ça veut dire, vous savez, le juge, on l'a entendu notamment, et on l'a lu dans les décisions de justice du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, cette fameuse formule mythique, en l'état des connaissances scientifiques. Donc vous voyez bien que le juge est cantonné à l'expertise et aux connaissances scientifiques, donc ce n'est pas non plus le juge expert qu'il s'agit de traiter ici. Vous allez voir aussi, tout au long de ma contribution aujourd'hui, que l'expert, ce n'est pas forcément un scientifique, contrairement à ce que l'on peut croire. L'expert n'est pas du tout forcément un scientifique, et ce n'est pas non plus forcément une seule personne physique. Ce n'est pas parce qu'on dit l'expert que cela n'est pas une personne morale ou une autre forme d'expert. Voilà. Donc dans cette étude, je vais vous donner à moi ma définition pour aujourd'hui de l'expert en santé publique à l'échelle intercommunale. Selon l'ITRE, l'expert, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une grande habileté dans un métier. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid-19, notamment sur des chaînes d'information que je ne citerai pas, on disait très souvent, les experts ont dit que toute personne en fait était experte sur un sujet, et notamment sur celui du Covid. Souvenez-vous aussi, à un moment, selon les experts, il fallait porter des masques. À un autre moment, juste avant en fait même, il ne fallait pas en porter. Donc vous voyez bien aussi le petit problème qui peut se produire si on vient instrumentaliser cet expert-là. Donc du coup, la définition d'aujourd'hui, à mon sens, ça serait de dire qu'un expert, c'est une ou plusieurs personnes qui acceptent de répondre à des interrogations à des personnes qui sont non expertes. Bon, jusque-là, c'est pas du tout novateur comme définition. Mais ce qui est très important, c'est de voir que l'expert, il peut prendre plusieurs formes. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Divina, il y a par exemple, si vous voulez, du public et du privé. Ben là, c'est la même chose. Si vous voulez, ça veut dire que l'expert, il peut être à la fois public ou à la fois privé. Je vous réfère au scandale des conseils McKinsey pendant la crise du Covid-19. Ça peut être aussi des associations, ça a été dit plus tôt ce matin, type loi 1901. Et ça peut être aussi des organismes d'État, type intercommunalité, par exemple. Et ça peut être, enfin, des institutions. Concernant la santé publique, après avoir défini ce qu'est l'expert, maintenant, qu'est-ce que la santé publique ? On ne va pas trop s'étaler sur le sujet parce que je n'ai pas énormément de temps. La santé publique, il n'y a pas de définition qui est admise par tout le monde, mais on va dire qu'en gros, c'est la somme des santé individuelles.
D'accord ? Donc il y a cette notion, si vous voulez, d'intérêt général, cette notion de répondre aux enjeux aussi de proportionnalité. Parce que vous avez bien vu, encore une fois, pendant la crise du Covid, que parfois, il y avait des limites et des dérives aussi, de toujours au nom de la santé publique, d'effectuer une politique purement finaliste et conséquentialiste sans regarder l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Donc, on voit bien que face à cette définition de la santé publique, il y a, ça a été dit aussi plus tôt ce matin, un phénomène de territorialisation pour répondre aux défaillances et aux carences de l'État. Et c'est normal, c'est souvent ce que font ressurgir les crises. Les crises font souvent ressurgir des défaillances, et grâce à ces crises, ça va être une intervention de cet après-midi, grâce à ces crises, grâce au Covid notamment, quelles leçons on peut en tirer. Donc, si on fait le lien avec l'expert, la définition que j'ai faite en premier lieu, et la santé publique, ça donne une définition de l'expert en santé publique. L'expert en santé publique, je vais vous donner un exemple, comme ça sera très parlant. C'est par exemple le conseil scientifique qui a été créé pendant l'état d'urgence sanitaire et qui s'est éteint aussi en même temps que l'état d'urgence sanitaire. Et ce conseil scientifique, il était là pour assister le décideur, si vous voulez, pour aiguiller le gouvernement, parce que, encore une fois, si on revient à la définition de l'expert selon Littré, ces personnes-là ont une grande habilité, si vous voulez, sont compétents dans tel ou tel domaine. Vous allez le voir, on va essayer maintenant de faire le lien avec l'intercommunalité. C'était très compliqué pour moi parce qu'il n'y a pas de source dans ce champ de la recherche, ça manque cruellement à mon sens. Et donc j'ai essayé d'identifier si on pouvait, à l'aune des définitions que je vous ai données, identifier des experts à l'échelle intercommunale et à défaut peut-être essayer de repenser en fait cette définition de l'expert que je vous ai donnée. Donc dans un premier temps, nous allons voir, si vous voulez, le rejet qui est logique et qui est initial, qui est dû au texte de l'expert à l'échelle intercommunale, pour ensuite voir dans un deuxième temps l'apparition possible de l'expert à l'échelle intercommunale. Donc dans un premier temps, comme l'a très bien dit M. Apolis notamment ce matin, au titre du Code de la santé publique, c'est l'État. C'est à l'État qu'il incombe de garantir, si vous voulez, la meilleure sécurité sanitaire possible afin d'éviter la catastrophe sanitaire. Au nom du principe d'égalité et au nom, si vous voulez, d'autres principes juridiques qui seront aussi évoqués demain notamment, au nom du principe de différenciation, se sont mis en place ce principe de territorialisation des politiques de santé. Comme ça a été aussi dit ce matin, le Premier ministre est associé à cette politique, à cette mise en œuvre de la politique de santé publique. Donc, vous voyez bien, si on regarde si les politiques de santé elles sont centralisées, corrélativement, vous vous doutez bien que l'expertise en santé publique, elle l'est aussi. Tout à l'heure, dans la définition, je vous ai parlé des institutions. Je vais vous en citer plusieurs. Il y a par exemple des experts en santé publique, donc des personnes qui viennent aiguiller le gouvernement pour des questions de santé publique. Il y a par exemple l'INVS, l'Institut de veille sanitaire. Il y a par exemple Santé publique France, qui a été mise en place par un décret du 1er mai 2016. Il y a l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Là, c'est une loi du 13 août 2004. Et toujours en 2004, a été mis en place aussi le Haut Conseil de la santé publique. Je l'évoquais plus tôt, le Conseil scientifique a été mis en place concomitamment à l'état d'urgence sanitaire par une loi du 23 mars 2022. Mais vous vous dites, oui, mais d'accord, une fois que l'état d'urgence sanitaire s'est éteint, cet été, pour rappel, que se passe-t-il ? Qui prend le relais ? Parce que on est conscient qu'il y aura d'autres crises, on le disait tout à l'heure, il y a la crise énergétique, il y aura certainement une crise climatique, etc. Donc comment on va faire ? Comment on va anticiper ? Il a été mis en place un nouveau comité qui s'appelle le comité COVARS. Donc ce comité COVARS, c'est un comité qui a pour mission, si vous voulez, il a été institué par ce décret estival, qui a une mission beaucoup plus large de la santé publique.
Et grâce, si vous voulez, à l'institution de ce comité, ça a amorcé mon raisonnement pour identifier les experts à l'échelle intercommunale et ça a permis d'adapter aussi mes propos. Si vous voulez, ce qui est un petit peu compliqué, vous le voyez bien là dans tous mes propos, c'est le lien qu'il y a entre ces institutions et la science, ces institutions et le politique. Vous voyez bien, par exemple, juste petite parenthèse, le président du conseil scientifique était nommé par le politique, sans parler même des cumuls de mandats. Il était à la fois président du CCNE, donc du Conseil consultatif national d'éthique, et à la fois aussi, président du conseil scientifique. Voilà. Et rien n'est dit non plus quant aux critères objectifs de nomination de ces personnes. D'accord. Concernant le comité COVARS, je vous en parlerai plus tard, ça a un petit peu évolué. Il y a aussi le problème des données fluctuantes. Ça veut dire qu'on a un nombre de données incalculables. Vous avez bien vu pendant la pandémie, il y a plein de données. Par exemple, juridiquement, ça vient créer ce qu'on appelle de l'insécurité juridique. Je vous donne un exemple. Le 11 mai 2020, il y a eu un décret, et la même journée, il y a eu un autre décret qui disait l'inverse. Donc il y avait un décret qui est venu chasser l'autre décret. En termes d'insécurité juridique, là, je pense qu'on n'a pas mieux comme exemple. Donc, pour conclure cette partie, si vous voulez, là, il n'y a pas d'experts avec cette définition-là. Si on regarde vraiment le Code de la santé publique, il n'y a pas d'experts en santé publique à l'échelle intercommunale. Ce n'est pas possible. Mais, comme il a été rappelé ce matin, et notamment en fin de matinée, de par la pratique, de par les instruments, de par la déconcentration et aussi la place prépondérante qu'ont les ARS en termes de mise en place de la politique de santé publique, et notamment la loi 3DS, je ne vais pas redire ce qu'elle signifie, ça a été dit ce matin, on peut repenser la notion d'expert. Donc ça, c'est mon deuxième temps de mon intervention. On peut repenser la notion d'expert, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir décloisonner. Ça aussi, ça a été dit ce matin. Et c'est ce que nous amène à faire justement ce nouveau comité qui est institué, ce comité COVARS. Au sein de ce comité COVARS, il y a maintenant des citoyens. Je vous ramène à la conclusion de Benoît Appolis ce matin. C'est pas mal d'injecter un petit peu de démocratie participative à tout ce processus. Bon, c'est le cas. Mais encore une fois, je resterai un petit peu vigilante et critique en disant que oui, il y a un citoyen, d'accord, c'est bien, mais on ne sait pas quels sont les critères, on ne sait pas qui sont ces citoyens. J'ai pas vu d'appel à projet pour devenir citoyen du comité COVARS. Si c'est votre cas, dites-le moi et je serai ravie de l'apprendre. Mais je n'ai pas accès à ces informations actuellement. Alors que vous le voyez bien, la santé publique, c'est l'affaire de tous. Donc ça veut dire que ça devrait être à toutes les échelles. Toutes ces institutions dont je vous ai parlé avant sont des institutions qui émettent des avis, des recommandations. Donc c'est ce qu'on appelle du droit souple. On en a aussi parlé ce matin. Et le droit souple, dans les faits, on le sait, même si ce n'est pas juridiquement contraignant, dans la plupart des cas, c'est suivi. D'ailleurs, j'ai regardé, parce que c'est dans le cadre de mes recherches, et j'ai bien regardé, il n'y a qu'une fois où notre président actuel n'a pas suivi ce qu'a dit le conseil scientifique dans le cadre du Covid. Sinon, il a toujours suivi toutes les recommandations et tous les avis. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est l'affaire de tous, peut-être qu'en fait, tout simplement, l'OMS, peut-être qu'il faut arrêter de penser à l'échelle nationale, comme je l'avais fait au début de ma contribution. Peut-être qu'en fait, l'OMS est un expert en santé publique, par exemple. Et l'OMS, si on reprend sa définition, l'OMS, c'est une vision très large de la santé. Et à partir de là, une fois qu'on a compris tout ça, là, on peut peut-être réussir à insérer un petit peu l'intercommunalité à l'expertise en santé publique. Donc, si vous voulez, ça nous amène aussi, comme je disais, cette idée de décloisonnement, à faire le lien, à l'aune aussi de la définition de l'OMS, des ODD de l'ONU, des objectifs de développement durable, des 17 ODD. On a ce qu'on appelle la santé environnementale, ça a été dit ce matin, c'est 80% de tout ce qui touche à notre santé. Ça veut dire que tout ce à quoi nous sommes en lien tous les jours, ce à quoi nous sommes confrontés, impacte et influe directement sur notre santé. À partir de là, on se rend compte qu'on peut associer l'intercommunalité.
et qu'il peut y avoir des experts à l'échelle intercommunale. Mais sauf qu'aujourd'hui, le droit ne les identifie pas. Ça veut dire que peut-être que oui, un président d'intercommunalité, dans la pratique, dans les faits, va demander à un médecin, par exemple, un conseil pour telle ou telle question. Mais aujourd'hui, dans les faits, c'est pratiquement impensable de voir ça émerger d'un point de vue juridique, parce que ça serait admettre le fait qu'aussi, peut-être une sorte d'épistocratie sanitaire. Je vous renvoie aux travaux d'Alexandre Viala sur l'épistocratie sanitaire, où le risque, ça serait que ce soit les sachants qui gouvernent, en fait, les savants. Ça serait plus le politique. Et là, c'est mon côté un petit peu philosophie du droit, mon côté publiciste qui parle. Peut-être qu'il faudrait du coup distinguer aussi et garder en tête cette distinction que fait Max Weber entre le savant et le politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le savant, il est là, si vous voulez, pour chuchoter à l'oreille du dirigeant. Il est là pour l'aiguiller, pour l'assister. Mais c'est au politique que revient, si vous voulez, la responsabilité de trancher. Et c'est le politique qui doit être responsable. Pour conclure mes propos, je dirais tout simplement que ce comité Covars a fait émerger plein de choses et a suscité évoque en moi et crée en moi plein de nouvelles questions. Comme je vous disais, injecter de la démocratie participative et mettre en lien des citoyens dans un processus qui nous touche tous de santé publique, c'est très bien. Mais aussi, on le voit à travers ce colloque, la pluridisciplinarité est très, très importante. Et on le voit dans le comité Covars, il y a de plus en plus de vétérinaires, par exemple, pour éviter les risques de zoonose. Il n'y a pas encore de juriste, je suis en train de me créer un poste, donc peut-être qu'un jour, il y aura aussi un juriste dans ce comité-là. Donc il faut bien anticiper. Donc si vraiment on conclut pour de vrai ces propos, il est primordial d'associer l'intercommunalité à la santé publique, mais juridiquement, il n'y a pas d'experts à l'échelle intercommunale, en raison, comme je le disais, des risques d'épistocratie sanitaire notamment. Toutefois, il faut repenser la santé publique et la santé en général vis-à-vis des enjeux de demain et même d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, il faut anticiper. La santé publique est l'affaire de tous, elle est à toutes les échelles. Le droit doit ou peut évoluer en la matière, conformément à la démocratie, à l'état de droit. Les mots, à mon avis, les maîtres mots de demain sont l'efficience, la transparence et le décloisonnement. Merci beaucoup.